président international du groupe de communication de TBWA, que vous connaissez probablement à travers ce qu'on fait pour nos grands clients, en particulier Apple ou Nissan ou McDonald's, mais qui travaille aussi en France pour CTLM, qui promeut depuis assez longtemps un crédit plus responsable, pour Système U, qui agit pour un commerce plus local, ou la GMF, qui veut humaniser l'assurance. Bref, des belles entreprises qui s'interrogent sur leur responsabilité sociétale. C'est un sujet qui me passionne également. J'ai beaucoup travaillé sur la transition digitale, mais aussi beaucoup sur l'évolution sociétale. Et lorsque j'ai pris il y a 6 ans la direction de l'Executive Master Communication de Sciences Po, j'ai proposé de le réorganiser autour de 3 dimensions fondamentales en disant que les DIRCOM de demain devraient être plus internationaux, plus digitaux et plus sociétaux. Je suis vraiment ravi d'introduire cette journée d'inspiration qui devrait être passionnante vu l'expertise des nombreux intervenants qui vont se succéder. Et j'ai souhaité, pour limiter les redondances entre ce que je vais vous dire et ce qui va être dit ensuite, me placer dans une perspective résolument internationale pour répondre à la question comment communiquer sa valeur sociétale ajoutée en 2021. Si tout va bien, le clic se fait et ma réponse apparaît. Et ma réponse, en fait, elle est simple, elle n'a pas changé depuis longtemps. Peut-être qu'elle ne changera pas pendant longtemps ou que grâce à vous, aujourd'hui, elle changera un peu. Je pense que la meilleure façon de communiquer sa valeur sociétale ajoutée, c'est de l'intégrer de manière visible par tous et par toutes dans l'offre produits-services de chaque entreprise, au travers de ce que j'appelle les produits ou les services à valeur ajoutée sociétale. Alors, si je prends l'exemple de l'automobile, par exemple, on regarde les études, quelles sont les marques automobiles mondiales considérées comme les plus en pointe sur l'environnement? C'est Toyota. Pourquoi? Parce que ça a été l'inventeur pionnier de la Prius en 2011, ou c'est Tesla. Pourquoi? Parce qu'il ne commercialise depuis 2012 que des voitures électriques. Il fut un temps pas si lointain, où les entreprises pouvaient être schizophrènes, avec une communication produit d'un côté, indépendamment de la qualité ou du défaut de ces produits pour la planète, et puis de l'autre, une communication corporate, RSE, philanthropique. Ce temps est révolu. La frontière entre la communication corporate et la communication produit a explosé, et ce, sur tous les marchés. Quel que soit le secteur d'activité, sont aujourd'hui les enjeux sociétaux qui guident l'innovation et la communication produit, qu'il s'agisse de l'environnement pour les voitures, on vient de le voir, de la santé pour les produits alimentaires, de la composition chimique pour les produits d'entretien, de la proximité locale pour les distributeurs, de la démarche responsable pour les produits de mode ou de luxe. On ne vend plus aucun produit sans argumentation ou sans réassurance sociétale. C'est vrai aujourd'hui, ce sera encore plus vrai dans le futur. Et donc, j'avais rendu public ce concept de produit à valeur sociétale ajoutée ou de service à valeur sociétale ajoutée en 2007 dans un article du Monde que vous pourrez retrouver en mettant en évidence que les Américains ne nous avaient pas attendus pour avancer. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des raisons d'être en France, mais ce qui est fondamental de voir, c'est que les Américains n'ont pas attendu la loi Pacte française pour s'interroger sur les vertus des raisons d'être qu'ils appellent en anglais purpose ou idéal. Si on peut passer à la slide du livre de Jim Stengel qui s'appelle Gros, car je ne contrôle pas les slides. Merci beaucoup. Donc Jim Stengel, c'est le génial Chief Marketing Officer de Procter & Gamble dans les années 90. Procter & Gamble, on ne présente pas, le plus puissant marketeur du monde. Et c'est l'homme, Jim Stengel, qui avait fait un succès commercial énorme en offrant des vaccins en Afrique pour chaque achat de paquets de Pampers, si vous vous en souvenez. Et il a publié en 2011 un livre qui démontrait que les entreprises dotées d'un idéal, inspirant leur innovation et leur communication, étaient déjà les plus performantes. Et ce, avec des données chiffrées sur le fait que ces entreprises, qui avaient donc une conscience sociétale au point de se doter d'un idéal qu'elles rendaient public, étaient plus performantes à la fois en termes de résultats de leur business, mais aussi en termes de valeur d'action. Clique sur la slide prochaine. Et c'est traduit pour les entreprises anglo-saxonnes par de nombreux engagements sur tous les domaines. Alors là, j'ai repris à titre illustratif uniquement le sujet du climat, mais c'est bien sur bien d'autres enjeux que le climat que ceci s'est produit, et donc pour lesquels les progrès se doivent d'être mesurables. L'enjeu, c'est bien la mesurabilité des progrès. Personne n'est parfait immédiatement, mais tout le monde peut progresser à condition de progresser de manière mesurable.
Donc, si elles ne sont pas toutes devenues des entreprises à mission, c'est loin de là, puisque ce concept n'est pas si largement partagé en dehors de France, elles se sont toutes dotées d'objectifs d'amélioration à atteindre, des objectifs qui passent nécessairement par la rénovation massive de leur offre pour intégrer les critères sociétaux, en diminuant les externalités négatives d'une part et en augmentant les externalités positives d'autre part. Et c'est là où je voudrais revenir un instant en France, sur la slide suivante, qui est l'idée des marques positives, à laquelle je souscris pleinement et qui a fait l'objet d'un livre que je vous recommande, signé Elisabeth Laville, qui a été une des pionnières en France avec son cabinet Utopie créé en 1993, des pionnières de la communication RSE. Et donc, dans ce livre, Elisabeth souligne le fait qu'il y a vraiment 3 périodes dans l'histoire de la communication responsable, pourrait-on dire, ou de la responsabilité d'entreprise en général. La période des années 1980-1995, qu'elle appelle la RSE en version bêta, et où la RSE était essentiellement dans la dimension corporate et philanthropique. La période 95-2010, qu'elle appelle la RSE à 1.0, où l'enjeu est principalement la réduction des risques. Et donc, c'est le concept anglo-saxon de less bad, moins de choses mauvaises, en quelque sorte, au travers à la fois des produits, des services et des conditions de production de ces produits et services. Et enfin, la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, depuis à peu près 2010, qui est la logique de l'impact positif et du more good. Et Elisabeth Laville partage sa conviction que ceci se fait au travers des marques et que ceci se fera de plus en plus au travers des marques qui sont l'instrument de la relation et de la confiance avec le public. Slide suivante, pour dire que contrairement à la crise de 2008, qui avait d'une certaine manière retardé l'urgence sociétale, on peut penser que la crise du Covid agit comme un révélateur de l'urgence climatique. Quasiment plus personne ne met en doute aujourd'hui l'importance et l'urgence d'accélérer la transition énergétique pour lutter, s'il y en est encore temps, contre le réchauffement climatique. Et l'aspiration à un nouveau monde amène avec elle l'espoir, parfois déçu, d'un monde meilleur porté par les entreprises. Car les entreprises, de mon point de vue, ont collectivement un rôle massif à jouer pour transformer positivement la société. Un rôle que la plupart des économistes considèrent comme supérieur à celui des politiques et pour tout le moins complémentaire pour faire face à la triple crise qui nous guette, sur laquelle je vais revenir très rapidement. Donc, c'est d'abord évidemment la crise environnementale, c'est le mur du réchauffement climatique, qui est elle-même une crise multifacette, aux implications multiples. Et je ne peux que vous encourager, si vous ne l'avez pas déjà fait, à participer à une fresque du climat. On en fait de plus en plus, non seulement dans les écoles, mais aussi dans les entreprises, qui vous fait vivre en 2 ou 3 heures toutes les causalités et comprendre toutes les causalités liées au réchauffement climatique et toutes les conséquences qui sont nombreuses qui peuvent s'en suivre. Mais il ne faut pas oublier l'enjeu et donc la potentielle crise démographique. Nous savons que nous n'avons pas de deuxième planète pour nourrir la planète. Et enfin, je sais que vous le savez, donc je vais très vite, à laquelle s'ajoute la potentielle crise sociale générée par l'accroissement des inégalités de niveau de vie. Et donc, nous abordons cette triple crise sous une forte pression et d'une certaine manière, sous une saine pression. Slide suivante, qui est celle de nos enfants. Je veux parler de cette pression exercée par ces nouvelles générations à qui nous transmettons un monde dans lequel beaucoup trop de personnes pensent que l'on vivra de fait moins bien, et c'est particulièrement le cas en France d'ailleurs, moins bien demain qu'hier. Cette génération, Y ou Z, et celle d'après, a une forte conscience environnementale, qui n'a pas de nom, une forte conscience environnementale et sans peser le poids de la responsabilité sur ses épaules. Leur conscience planétaire est décisive dans notre propre prise de conscience de consommateurs et qui se découvre de plus en plus citoyens. Car le point de départ est, de mon point de vue, là, slide suivante, tout part de là. Les entreprises bougeront d'autant plus vite que leurs clients les y contraignent, les y obligent, les y incitent. C'est l'usage du digital par les consommateurs qui a accéléré la transition digitale des entreprises. De la même façon, c'est la pression sociétale des consommateurs citoyens qui accélère la transition sociétale des entreprises. En créant, slide suivante, un mouvement qui pousse le pouvoir politique régulateur à jouer son rôle. D'autant qu'on sait maintenant de manière certaine que la main invisible du marché régit le court terme économique au risque de sacrifier le long terme planétaire, puisque les externalités négatives ne sont pas prises en compte, en tout cas pas encore, par exemple via la taxe carbone. Slide suivante.
Et puis, l'influence, elle est sur les actionnaires, les propriétaires des entreprises, qui de plus en plus comprennent que la pérennité de leur investissement, que la viabilité à long terme de leur investissement passe par cette dimension responsable. Et on voit s'accélérer véritablement en ce moment, depuis quelques années, mais l'accélération est vraiment actuelle, la posture d'actionnaire responsable, la posture d'investissement soutenable et responsable du côté des grands investisseurs institutionnels et des fonds d'investissement. Et puis, n'oublions pas le rôle des salariés engagés. Aujourd'hui, que ce soit les gens qui travaillent déjà dans les entreprises, qui agissent de plus en plus de l'intérieur pour permettre l'accélération de la transition, en particulier énergétique, et puis le rôle des nouveaux entrants, des gens qu'on recrute sur les marchés qui recrutent actuellement, et il y en a, qui sont de plus en plus exigeants sur la capacité que les entreprises ont à être utiles à la société et en tout cas à ne pas la salir, à ne pas la polluer ou à ne pas la détruire. Slide suivante, la boucle est bouclée et le cercle vertueux du changement est inéluctablement en marche. Les entreprises doivent intégrer des nouvelles règles du jeu et c'est là que la communication intervient, car il n'y a pas de changement possible sans communication qui l'accompagne. On le sait tous, dans toutes les dimensions, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient économiques. Et la communication a à la fois des grands pouvoirs et des grandes responsabilités. Je reprends cette slide d'une analyse faite par l'ADEME pour la ACC, l'Association des agences conseillers en communication, à laquelle je souscris pleinement, en disant que la communication doit effectuer d'une certaine manière un triple aggiornamento face à ses responsabilités, pour ne pas dire face à une certaine forme de culpabilité. Et toute la communication, tout particulièrement la publicité, est interpellée à juste titre sur ces trois dimensions principales. Son impact sur les imaginaires collectifs. Oui, c'est vrai que la communication emprunte au domaine culturel et a un impact sur l'imaginaire collectif. On ne rend pas la culture exactement dans le même état qu'on l'a prise lorsqu'on communique. Et c'est vrai de toutes les industries culturelles. Ça n'est pas simplement la communication, la publicité, c'est vrai aussi de toutes les formes d'industries culturelles, cinématographiques, etc. Deuxièmement, le risque d'incitation à une consommation excessive. On sait que tout l'enjeu, c'est de créer le désir d'acheter moins mais mieux. Ça ne veut pas forcément dire moins de valeur, mais en tout cas moins de quantité. Et puis la compatibilité avec les libertés et tout particulièrement les risques d'atteinte à la vie privée que peut constituer la marchandisation des données. C'est un sujet évidemment très fondamental. Donc on le voit, la communication est elle-même interpellée sur sa responsabilité sociétale à triple titre. La réponse à ça, de mon point de vue, c'est de revenir à l'essence même de ce qu'est la communication. Communiquer, c'est créer du commun, c'est créer des choses communes, c'est créer du bien commun. Et communiquer au XXIe siècle, c'est justement créer du bien commun, c'est-à-dire avoir la conscience que la communication peut être la meilleure et la pire des choses, comme beaucoup d'autres formes de médias, comme Internet par exemple. Et donc l'enjeu, c'est d'utiliser la communication à bon escient pour le bon propos, pour la bonne fin. Et donc le sujet que je défends dans un article que vous pourrez lire s'il vous intéresse, publié récemment sur Influencia, c'est vraiment d'activer la part utile de la communication, sa capacité à créer le désir de changement de comportement qui est exigé par la société d'aujourd'hui et surtout par la société de demain. Et donc tout l'enjeu, ce n'est pas de forcer au changement, c'est de créer le désir du changement. Et ça, c'est la force de la communication qui a cette capacité de créer le désir. Prochaine slide. Il nous faut donc collectivement mettre la communication au service du changement vers un monde plus responsable, plus résilient et plus inclusif, ce qui passe par 4 éléments majeurs. Le premier, c'est l'accompagnement que la communication peut faire et fait des marques dans leur transition énergétique et leur transformation durable. La deuxième dimension, c'est la construction des nouveaux imaginaires de projection aspirationnelle dont je parlais. C'est comment mettre en scène, mettre en évidence des univers créateurs de désir qui soient différents de ceux d'hier. Et troisième dimension, sur le rôle fondamental, sur l'action en fait, qui est celle de la communication, c'est d'accompagner les consommateurs vers ces nouvelles manières de consommer
à la fois plus sobre et plus responsable. Et le tout, qui sera un sujet très important à aborder aujourd'hui, en étant soi-même, alors exemplaire dans la mesure du possible, personne n'est parfait, mais en tout cas en adoptant des pratiques ESG responsables qui vont de l'éco-conception des produits dès le départ, y compris même des produits digitaux, les enjeux de diversité et d'inclusion, les enjeux d'éthique, donc en s'interrogeant en permanence sur notre responsabilité dans la manière d'exercer notre propre métier, sur nos propres produits en tant qu'agence conseillère en communication, en tant que département communication d'une entreprise, et sur nos propres pratiques, sur nos propres comportements. Donc, ce sont les 4 dimensions, les 4 champs d'action de la communication. Mais pour revenir, et je souscris également à la définition que donne l'ACC avec l'ADEME de la communication responsable, qui dit est responsable la communication qui, 1, s'appuie sur la réalité du produit de l'entreprise qu'elle promeut, 2, est soucieuse des impacts environnementaux et sociétaux, 3, s'efforce de garantir l'écoute et le respect des parties prenantes, 4, propose des engagements réels et utiles. Et d'ailleurs, comme vous le savez, la filière communication a décidé de s'appliquer à elle-même ce qu'elle préconise à ses clients, comme on a pu le voir au travers des 7 engagements rendus publics ce mois-ci, que vous avez sûrement vus dans la presse professionnelle, l'intégration des objectifs des accords de Paris, la mise en place de référentiels d'outils de pilotage communs, l'évaluation systématique de l'impact carbone en matière de production, qu'on est à peu près capable de faire aujourd'hui, la feuille de route de toutes les parties prenantes pour évaluer l'impact carbone en matière de diffusion, ce qui est évidemment beaucoup plus complexe et qui va prendre nécessairement beaucoup plus de temps pour aligner des comparables sur des médias qui sont de nature très différente, des campagnes pro bono pour les associations environnementales, l'accélération des programmes de formation de tous les communicants et le renforcement de l'autorégulation. Alors, pour revenir en conclusion à la question initiale, qui est celle du comment communiquer sa valeur sociétalité, donc j'ai donné un premier élément de réponse en disant, en passant prioritairement par l'offre, en agissant sur l'offre, donc sur le marketing, et c'est là que le marketing et la communication jouent un rôle absolument fondamental. Maintenant, il y a des moyens divers employés par les marques dans le monde entier, et donc il me semble qu'il y a en fait 3 grandes réponses aujourd'hui à cette question du comment, c'est-à-dire comment communiquer publiquement sa valeur sociétale ajoutée. Slide suivante. D'abord, en rendant public sa raison d'être. Pas simplement pour s'en vanter, mais pour pouvoir être évalué et jugé à l'aune de la contribution à la société de son propre métier. On ne peut pas tous agir de la même façon en fonction du métier que l'on exerce, de la nature d'entreprise que l'on est, sur les critères environnementaux et sociétaux. Et donc, le fait de rendre public cette raison d'être est une condition nécessaire, évidemment non suffisante, mais c'est fondamental, non suffisante, puisque bien sûr, ça doit être incarné par les produits et les comportements de l'entreprise. Ça ne sert à rien de déclarer quelque chose qui ne se traduit pas dans les faits. Mais le fait de le rendre public est critique pour en assurer la crédibilité et aussi pour en assurer la mesurabilité. C'est-à-dire que si on ne déclare pas l'objectif, on ne va pas pouvoir mesurer l'atteinte des résultats. Donc, rendre public sa raison d'être fait sens. J'aurais pu prendre des dizaines d'exemples. J'en ai pris un que j'aime bien parce qu'il est proche de l'enjeu de communication dans un monde de fake news. C'est par exemple le New York Times qui rend public sa raison d'être sur la vérité, The Truth is Worth It. Donc, cette raison d'être sociétale qui n'est pas nécessairement environnementale. Hein. Évidemment, l'environnement est de plus en plus central dans le sociétal, mais l'environnement ne sature pas le sociétal. Il y a beaucoup d'autres dimensions. Et donc, c'est la réponse fondamentale pour toute entreprise à la question « Qu'est-ce qui manquerait au monde si votre entreprise n'existait pas ?» C'est ça, hein, le rôle sociétal, c'est qu'est-ce qui manquerait au monde, pas juste ce qui manquerait à votre client. Évidemment qu'il manquerait peut-être un produit à votre client, pas simplement ce qui manquerait à votre actionnaire, évidemment, il manquerait peut-être un peu de profit à votre actionnaire, mais fondamentalement, qu'est-ce qui manquerait à la société, ce qui manquerait au monde, si votre entreprise n'existait pas. Si le New York Times n'existait pas, il manquerait un acteur central de l'information vraie, vérifiée, avec éthique, dans un monde envahi de fake news qui masque la vérité. Ce qui n'empêche pas, au passage, en parallèle, le New York Times de travailler sur son empreinte carbone.
mais par contre, sa raison d'être, le New York Times n'est pas né pour une dimension environnementale. Le New York Times est né pour informer la société et créer un contre-pouvoir d'information au pouvoir politique. Deuxième manière qui est de loin la plus employée et qui sera de loin la plus employée dans le futur de mon point de vue, c'est évidemment en adoptant une démarche de communication de ces preuves de progrès. Donc, prouver que l'on progresse ne signifie pas qu'on est parfait, personne n'est parfait, et les objectifs dont on parle, d'amélioration de la société par les entreprises, ne peuvent pas s'atteindre en un jour, et certaines entreprises partent évidemment de beaucoup plus loin par rapport à la nature de leur métier, qui peut être un métier plus polluant, par exemple, que d'autres. Mais l'enjeu est de démontrer le progrès, une politique de petits pas, et idéalement une politique de grands pas, au travers de son offre. Là, pareil, j'aurais pu prendre des dizaines d'exemples. Slide suivante. J'ai pris un exemple dans le textile. Je pense d'ailleurs à une marque du Nord que j'aime beaucoup qui s'appelle Jules et qui a décidé de revoir tout son positionnement sur cette dimension de consommation de textiles responsable, ce qui est un énorme pas en avant par rapport à son marché. Là, c'est H&M qui, lui, sort une collection spécifique plus consciente. On sait que le textile est incroyablement polluant et pose d'autres problèmes d'ailleurs sociétaux sur la nature de la fabrication qui peut être faite par des enfants, etc. Et donc il est clair que le textile, comme beaucoup d'autres marchés, est un marché qui a besoin de beaucoup progresser. Eh bien, tout l'enjeu, c'est de montrer qu'on progresse et de progresser pour de vrai. Et donc, c'est ce cercle vertueux, puisque je rappelle que lorsqu'on déclare quelque chose qu'on n'est pas capable de prouver, on est à juste titre immédiatement attaqué sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ou par les associations compétentes, sur le fait qu'on est en train de greenwasher. Donc, tout l'enjeu, c'est de communiquer juste, c'est-à-dire de communiquer sur des choses qui sont des progrès en étant conscient qu'on n'est pas parfait. Donc, il faut une forme de modestie, en quelque sorte, dans la communication, parce que fanfaronner sur un progrès dans un coin quand on n'a pas progressé dans l'autre peut être tout à fait contre-productif. Et puis, je voudrais souligner une troisième dimension montante. Prochaine slide. Une nouvelle manière de communiquer sa valeur ajoutée, moins connue, moins utilisée que les deux premières, qui tendent à devenir un peu conventionnelles. C'est l'idée de permettre à ces publics d'être eux-mêmes meilleurs en leur proposant d'agir ensemble, de co-agir en quelque sorte. Là, je prends un exemple, mais il y en a, j'aurais pu en prendre quelques autres, qui est un exemple assez connu, qui est le contre-pied absolu, la disruption, dit-on chez TBWA, c'est-à-dire la manière de faire quelque chose de différent de tous les autres, une différence radicale. Le contre-pied absolu qu'a pris REI aux États-Unis pour ce distributeur de produits outdoor, pour dire, nous, au Black Friday, on va fermer. Déjà, alors que normalement, Black Friday, on ouvre au maximum pour faire le maximum de business, et on va recommander aux gens d'en profiter pour aller dans le sens de la raison d'être de notre entreprise, qui est opt outside, c'est-à-dire d'aller profiter de dehors. Donc, c'est le sacrifice d'une partie du business pour proposer aux gens une action qui leur est utile à leur santé et au passage qui va dans le sens du moins consommé. Slide suivante, cette troisième manière de communiquer, c'est celle qui est défendue par Thomas Kolster, si vous le connaissez, qui est l'homme qui avait écrit Good Advertising en 2015 et qui a publié l'an dernier son nouveau livre que vous trouverez également sur mon blog, qui s'appelle The Hero Trap, en proposant une approche beaucoup moins nombriliste. The Hero Trap, c'est arrêter de croire que votre marque est le héros et faites de vos consommateurs les héros eux-mêmes. Donc une approche moins nombriliste, mais beaucoup plus engageante pour co-progresser avec ses clients en les aidant à répondre à la question qui m'aidez-vous à devenir? Who can you help me become? Qui m'aidez-vous à devenir, moi, en tant que client? Partant du principe qu'aucune marque n'est plus grande que ce qu'elle peut permettre aux personnes de faire. No brand is greater than what it can make people achieve. Donc, comme vous le voyez, ces trois manières de communiquer sont de votre valeur ajoutée sociétale, correspondent peu ou prou aux trois phases dont on a parlé au début, c'est-à-dire une déclaration pour la phase d'initiation, une preuve pour la phase de lutte contre les externalités négatives et un co-engagement sur la communication d'externalités positives.
Donc, que vous adoptiez l'une ou l'autre de ces approches, ma conviction est que la clé est dans la capacité de délivrer la promesse que vous faites, car ni vos clients, ni vos employés, ni vos actionnaires ne vous pardonneront de dire et de ne pas faire. Mais en tout cas, et ce sera ma conclusion, il faut agir vite. Il y a une vraie urgence. Avec la respiration de la planète, c'est la respiration humaine qui est en jeu, comme le montre cette annonce que TBE avait faite en 2008 pour VVF, Before it's too late, avant qu'il ne soit trop tard, de l'importance, de mon point de vue, d'une journée comme aujourd'hui pour accélérer le partage des bonnes pratiques et mettre en commun tout ce qu'il est possible de faire pour aller plus vite et être à la hauteur des attentes de nos propres enfants. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bordas, pour cet exposé très inspirant. Merci beaucoup à vous. Ça a d'ailleurs suscité une première réaction de notre dessinateur Delise qui vous voit dans votre environnement de bibliothèque et qui lui-même est inspiré. J'ai deux questions, Monsieur Bordas, à vous poser suite à cet exposé. La première, c'est que nous allons débuter tout à l'heure la séquence marketing qui s'articule autour de l'avènement du consommateur responsable. Il y a une quinzaine de jours, il y a quand même un cas qui a défrayé la chronique, qui a, j'allais dire, beaucoup interpellé les communicants comme, j'allais dire, les citoyens. C'est celui de l'éviction du dirigeant de Danone, qui serait victime des actionnaires qui lui reprochent d'avoir une dimension trop orientée vers le responsable et vers le social. Bon, est-ce que cette affaire, elle laisse présager finalement un conflit fort entre, d'une part, les actionnaires et d'autre part, les consommateurs dans les années à venir? On parle du consommateur. Est-ce que finalement, il y a une relativité de son pouvoir? Donc, on a eu quand même Emmanuel Faber chez Danone, on a eu Paul Polman chez Unilever, deux grands patrons du CAC 40 qui sont, entre guillemets, sacrifiés sur l'autel de la rentabilité. Et donc, ma question est la suivante, et sans parodier qui que ce soit, le principal ennemi de la RSE, est-ce que ça ne serait pas la finance? Oui, je comprends la question et c'est vrai qu'on ne passe pas d'un monde à l'autre sans tiraillement, sans changement. Toute création, d'une certaine manière, génère des tensions, des avancées qui elles-mêmes deviennent à un court instant des reculs. Je pense que le chemin sur lequel on est inéluctable et nécessaire et qu'il faut faire attention même dans l'interprétation du cas Danone à une réduction trop grande entre des actionnaires qui seraient greedy, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qui seraient intéressés que par le profit, et un patron qui serait visionnaire, trop en avance pour ses actionnaires. Moi, ma réponse sur le cas Danone, j'en reviens, pardonnez-moi, à mon idée qui tue du jour sur l'innovation à valeur sociétale ajoutée, c'est le fait que l'enjeu pour Danone aujourd'hui plus que jamais, c'est une innovation à valeur sociétale ajoutée. C'est-à-dire que quand Danone a pour la première fois, à l'époque d'Antoine Riboud et de Franck Riboud qui a pris le relais, mis en évidence son positionnement sur notre alimentation et notre première médecine dans les années 90 du siècle dernier, il l'a prouvé par des innovations bio de Danone, devenue Activia, la nutrition infantile, etc. Le combat d'Emmanuel Faber, qui évidemment est un bon combat auquel on ne peut que souscrire, sur la révolution nécessaire de l'alimentation, s'est-il véritablement traduit par des innovations à valeur sociétale ajoutée visibles de l'entreprise Danone au cours de ces dernières années qui auraient pu, j'allais dire, satisfaire et le client et donc l'actionnaire de Danone. Donc moi, ma thèse, c'est qu'il faut faire attention de ne pas croire que les actionnaires sont noirs et les patrons seraient blancs, ou même l'inverse parfois, mais simplement de se poser la question du comment. Comment avance-t-on? Et donc moi, mon hypothèse, c'est que le sujet de Danone n'est pas simplement un sujet d'actionnaires qui veulent du profit et de patrons qui veulent du mieux pour la société. Je crois que les actionnaires de Danone, et j'en connais quelques-uns, sont des actionnaires eux aussi responsables. Mais je crois que l'enjeu, c'est comment l'entreprise Danone peut créer de l'innovation à valeur sociétale ajoutée qui fasse accélérer
la position compétitive de Danone face aux grandes de l'alimentation qui avancent en parallèle et lui permettent de faire du business et du profit nécessaire à l'entreprise sur une dimension d'avancée sociétale. Merci pour votre réponse. On a compris donc qu'il ne s'agissait pas seulement d'un rapport de force et que pour avancer, chacun avait finalement aussi un pouvoir d'agir. Deuxième question, et vous avez interpellé nos participants avec votre exemple H&M. Vous savez que notre territoire est un berceau de l'industrie textile, hein, bien sûr. Et ça a fait naître une question. Votre deuxième enjeu, Claire, était de dire il faut apporter des preuves. Est-ce qu'il faut que cette preuve elle atteigne une proportion significative, ou est-ce que dès lors qu'on mène une action parmi une activité bien plus vaste, on peut communiquer? Est-ce que finalement c'est pas ça le risque de greenwashing que vous évoquiez également? Alors, j'allais dire que la bonne nouvelle, c'est que le greenwashing est par nature limité par la pression exercée par les réseaux sociaux, d'une certaine manière. Et donc, vous voyez très vite la limite de ce que vous pouvez dire et de la manière dont vous pouvez le dire chaque fois que vous communiquez. Donc, j'ai volontairement pris un cas textile, sachant que j'étais dans le Nord. Et c'est pour ça que je me suis permis aussi de citer d'autres marques que H&M, qui est une marque du nord de l'Europe tout de même. Mais en l'occurrence, oui, tout le sujet, c'est de parler juste, c'est-à-dire de parler de chaque progrès, oui, mais parler en ayant conscience que ce progrès n'est peut-être qu'un petit pas. Et donc, la question, c'est une forme de transparence sur le chemin qui reste à parcourir, qui montre une conscience que doivent avoir les entreprises aujourd'hui, de là où elles sont bonnes, où elles progressent, et de là où elles sont moins bonnes, voire mauvaises, et où elles ont besoin de progresser. Nous, c'est un sujet qu'on a eu beaucoup l'occasion de travailler avec certains de nos grands clients mondiaux. Je pense à McDonald's, par exemple. Et donc, il n'y a pas d'autre voie que celle du progrès. C'est-à-dire que personne ne peut se transformer en un jour. Et donc, évidemment que les grands progrès sont meilleurs que les petits, mais il ne faut pas sous-estimer l'importance à la fois symbolique et réelle de chacun des progrès effectués. Et donc, il faut les communiquer.